Alors, Madame Marie-Mance Vallée du collectif Nationalité française m'a demandé de venir vous informer de la théorie à caractère juridique et historique qui fonde sa demande de reconnaissance de nationalité française auprès des autorités. Il faut comprendre ici que Madame Vallée est une Québécoise d'origine canadienne et que ses ancêtres, tant du côté maternel que paternel, vivaient au Canada en 1763, année de la cession du Canada à l'Angleterre. Donc, il y a quelques questions qui se posent. Est-ce que les Canadiens n'ont tout simplement pas tous perdu leur nationalité française en 1763 suite à la conclusion du traité de Paris? Est-ce que les Canadiens ne sont pas devenus instantanément sujets anglais par l'effet du même traité? Est-ce que les liens juridiques, est-ce que les liens de droit n'ont pas tous été coupés complètement par ce traité? Est-ce que la démarche de Mme Vallée n'est pas tout simplement chimérique, irréaliste, irrationnelle, sans l'ombre d'un fondement juridique? Naturellement, la pensée facile, la pensée dominante, la réaction prudente, la crainte légitime même de ne pas passer pour un éluberlu vous diront que le projet de Mme Vallée n'est pas très sérieux, pas trop logique, va complètement à l'encontre du bon sens. C'est ce dont nous allons vous entretenir au cours des prochaines minutes. Tout d'abord, lorsque l'on se donne la peine d'examiner le droit constitutionnel français tel qu'il existait en 1763, on commence par se poser quelques questions. Et puis, lorsque l'on pousse un peu plus loin sa lecture, lorsque l'on se met à étudier attentivement le droit de l'époque, tel que présenté par les autorités du temps, on se met à croire que la théorie juridique au soutien de la démarche de Mme Vallée est logique, fondée sur des règles de droit certaines, anciennes, mises à l'épreuve à l'occasion de nombreux litiges connus, litiges rapportés, commentés par de nombreux auteurs. S'il n'y a pas eu de tel litige de droit en 1763 au sujet du Canada et des Canadiens, c'est que tout le monde en France était tanné du Canada, pays glacé, pays sans avenir, situé au nord d'un continent où seul le castor était digne d'intérêt. Si Voltaire pouvait s'en amuser, s'il pouvait multiplier les mots d'esprit qui faisaient rire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde pour l'écouter, beaucoup de monde pour l'encourager à se faire l'amuseur public aux dépens du Canada et aux dépens du sort des Canadiens. Par contre, si la cession du Canada avait nui à l'économie française, si elle avait nui à son économie coloniale, s'il y avait eu du mécontentement en France, s'il y avait eu des revendications en France, les théories juridiques que je vais vous présenter auraient été plaidées, auraient été évoquées publiquement, vous en auriez entendu parler, et vous serez familières. D'ailleurs, elles ne sont pas difficiles à comprendre. Si l'on commence par le traité de Paris, négocié à l'automne 1762 et ratifié le 10 février suivant, il est évident que les autorités impliquées, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, étaient des autorités compétentes respectives, légalement autorisées pour ce faire. Tant pour la France que pour l'Angleterre, la compétence à conclure des traités relevait de la prérogative royale, c'est-à-dire de l'autorité souveraine du roi. Mais il y a un petit hic. L'autorité ou la compétence absolue à conclure des traités ne veut pas dire que les autorités en question étaient dispensées de leur obligation de respecter la loi. Le roi d'Angleterre avait l'obligation de respecter la loi anglaise, le roi de France avait l'obligation de respecter la loi française et particulièrement les lois fondamentales du royaume.
Du côté anglais, il y a une jurisprudence qui nous dit que depuis longtemps, depuis l'époque coloniale, le roi n'avait jamais eu compétence pour céder ses sujets à d'autres souverains sans leur consentement. C'est ce que dit, c'est ce que précise la jurisprudence anglaise, c'est ce que rapportent aussi les auteurs anglais. Du côté français, la règle en ce sens est encore plus claire, plus précise, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ont été rapportés, qui ont été expliqués, qui ont été commentés par des auteurs qu'on peut consulter facilement. Les juristes de l'ancien droit en parlent beaucoup. Les auteurs en histoire du droit français en parlent en fait également. Les premiers cas rapportés, pour ce que j'ai pu constater, remontent au XIIIe siècle. Il y en a eu au XIVe siècle, autour de la guerre de 100 ans, au XVe siècle, et les cas les mieux documentés sont le traité de Madrid de 1525 entre François Ier et Charles Quint, et celui du traité d'Utrecht entre la France et l'Angleterre en 1713. Alors, brièvement, un premier cas rapporté du XIIIe siècle. En 1251, à l'occasion de pourparlers au sujet d'une cession de la ville de Marseille au comte de Toulouse, il a été reconnu que la coutume permettait à la population d'exprimer d'abord son consentement au sujet de cette décision par consultation populaire, donc 1251. Quelques années plus tard, en 1285, alors que Philippe le Bel s'apprêtait à céder la population de Pamiers, située au bas des Pyrénées, au comte de Foix, on a reconnu encore la coutume qui permettait à la population de consentir elle-même au changement de juridiction. Encore une fois, sous Philippe le Bel, alors que le roi, cette fois-ci, venait de céder ses droits sur la Bretagne au roi d'Angleterre, et sans consultation, il y a eu une insurrection générale des nobles, des notables, lui reprochant d'outrepasser ses droits, lui rappelant qu'il n'avait pas compétence à céder ses sujets sans leur consentement. Au siècle suivant, c'est la guerre de 100 ans. En 1360, suite à la conclusion du traité de Bretigny, les vassaux de plusieurs provinces se sont insurgés contre leur cession arbitraire au roi d'Angleterre. C'est le chroniqueur Jean Froissart qui rapporte ces faits, et je cite quelques lignes. Bien que le roi les quittât de foi et dommage, disaient certains, il ne lui appartenait pas de quitter, et que, par droit, il ne le pourrait faire. À la même époque, dans un traité, dans un ouvrage intitulé « Le songe du verger », l'auteur affirme que les droits essentiels de la couronne sont imprescriptibles et inaliénables en vertu des lois fondamentales du royaume. Et je cite, « Au roi appartient la souveraineté et le dernier ressort dans tout son royaume, et en tant qu'il ne pourrait point cette souveraineté donner, transporter ou autrement aliéner, ni aucunement renoncer, car cette souveraineté et dernier ressort sont si forts et par telle manière joints et annexés à la couronne qu'ils ne peuvent lui être séparés. Et ainsi disent les docteurs en droit canon Hortense et Jean-André, que si aucun seigneur veut mettre sa terre et ses hommes en la suggestion d'aucun autre seigneur, ces hommes se peuvent opposer et contredire, car c'est le profit des sujets de ne point changer de seigneur quand ils l'ont bon et agréable. Au siècle suivant, un juriste du nom de Jean de Terre-Rouge rapporte le principe que la couronne de France n'est pas une propriété royale, mais un fidei commis dévolu à l'aîné de la maison royale, et que ce fidei commis constitue une règle par la force d'une coutume immémoriale que ni la loi ni la volonté royale ne peuvent modifier. Encore à la même époque, Philippe Pau, juriste, diplomate, sénéchal de Bourgogne, alors résume ainsi l'essence de la royauté française dans une formule succincte. La royauté française est la dignité et non la propriété du prince.
Donc, pour lui, la royauté est une dignité et non un patrimoine. Cette dignité est une magistrature d'essence politique qui tire son origine de la souveraineté du peuple. La royauté est donc la chose du peuple et non l'inverse. En conséquence, le roi n'a aucune compétence légale pour marchander, trafiquer, aliéner, céder ses sujets. Autre cas en ce sens, lorsque le Dauphiné a été réuni à la couronne de France, il a fallu convoquer une grande assemblée de prélats, de seigneurs, de notables, de bourgeois, afin qu'elle exprime publiquement son consentement à la cession. Au XIVe siècle, en 1416, lorsque Henri IV d'Angleterre a voulu se faire céder le duché de Guyenne, le dauphin de France lui a répondu que la loi fondamentale ne lui permettait pas de s'engager dans cette voie sans le consentement des populations concernées. Enfin, on en vient au premier cas bien documenté sur le sujet, soit le traité de Madrid de 1525, conclu entre François Ier et Charles Quint au sujet de la cession de la Bourgogne. Les événements autour de ce traité vont mettre en évidence le dynamisme, la force, la vigueur des lois fondamentales du royaume. Il faut comprendre qu'à cette époque, à ce moment-là, au XVe siècle, au XVIe siècle, on fait de mieux en mieux la distinction entre les lois fondamentales du royaume et les simples lois du roi. Les lois fondamentales sont habituellement tirées de coutumes ancestrales qui, elles, se perdent dans la nuit des temps. Les lois du roi, elles, sont des lois écrites, souvent initiées par le roi, souvent même imposées par le roi, et qui ne rentrent en vigueur que suite à leur enregistrement au Parlement local. Les lois fondamentales sont souvent de nature constitutionnelle et sont immuables, à moins, bien sûr, qu'elles ne soient changées par les États généraux. Le roi est donc lié par ces lois, il ne peut les ignorer, ni les changer, ni les abroger. Pour ce qui est des lois du roi, le roi peut les suspendre, peut les changer, peut les abroger. C'est lui qui en est l'auteur. Donc, les événements autour du traité de Madrid sont pour nous pleins d'enseignements puisqu'ils sont connus, bien documentés et qu'ils mettent en évidence la vigueur et la force des lois fondamentales. D'abord, le roi François Ier se trouve ici prisonnier de l'empereur Charles Quint qui cherche à le faire chanter, qui cherche à le faire céder. Désespéré de reprendre un jour sa liberté, François Ier décide de renoncer à sa couronne pour la transmettre à son fils aîné afin qu'il soit couronné, afin qu'il soit sacré roi de France. Mais les lois fondamentales du royaume y font obstacle. Les conseillers légaux du roi lui font comprendre qu'il n'est pas roi en vertu de sa volonté personnelle, mais par la force de coutumes constitutionnelles du royaume. Le roi ne peut abdiquer ni transmettre sa couronne. Il n'y peut rien. Il est roi par la loi, loi qu'il ne peut changer. De son côté, Charles Quint fait des pressions pour lui faire céder le duché de Bourgogne. Même obstacle. La loi fondamentale du royaume prohibe toute aliénation d'un domaine de la couronne. Aux yeux de la loi, François Ier est une sorte de mineur perpétuel. Il n'a pas la capacité légale de renoncer, de céder, de léguer la moindre parcelle de son royaume. Le roi pourrait toujours signer une renonciation en faveur de Charles Quint, mais la clause serait tenue pour inexistante aux yeux de la loi française. La loi protège donc le royaume contre la volonté personnelle du roi. Le roi n'est pas l'administrateur, il est le dépositaire d'une couronne qui lui a été dévolue par la loi fondamentale. De leur côté, les Anglais suivent les événements. Ils sont une partie intéressée au traité de Madrid. Ils ne veulent pas la cession en faveur de Charles Quint. Ils ont même la précaution d'envoyer une note diplomatique où il est écrit, et je cite, «
qu'aucune partie quelconque du territoire du Royaume de France ne pouvait être préalablement cédée sans le consentement des parlements, la Chambre des comptes, les États généraux donnassent leur libre consentement, et ça, bien entendu, ils ne le feraient jamais. Donc, c'est une note diplomatique bien claire qui indique que les Anglais connaissent très bien cette loi fondamentale française et qu'ils étaient même heureux de s'en prévaloir. Ils savent aussi qu'il est inutile de faire pression sur François Ier, puisque toute signature, toute renonciation de sa part, contraire aux lois fondamentales, sera tenue pour nulle et non avenue en France. Enfin, Charles Quint imagine une autre clause par laquelle François Ier exonérerait ses sujets du duché de Bourgogne de leur obligation de fidélité à son emploi. Là encore, le stratagème ne mène nulle part, puisque si François Ier pouvait exonérer ses sujets à son envoi, les lois fondamentales ne pouvaient pas forcer ses sujets à porter leur foi, leur hommage, leur fidélité à l'endroit d'un autre souverain. On peut penser ici que le même principe s'appliquerait au traité de Paris de 1763, puisque si la loi permettait à Louis XV de libérer et exonérer ses sujets canadiens à son endroit, la loi ne lui permettait pas de forcer les Canadiens à porter leur foi, hommage et fidélité à l'endroit de Georges III. Donc, tout ce démêlé autour du traité de Madrid ont permis de tester la vigueur et la force des lois fondamentales du Royaume de France, et ce, tant sur le plan national qu'international. Mais il y a une autre cause célèbre au même effet, et qui ne précède, elle, que de 50 ans, le traité de Paris, soit les négociations autour du traité d'Utrecht de 1713. Bien que les faits soient un peu compliqués, je vais résumer ainsi. Entre avril 1711 et mars 1712, soit en 11 mois, 3 dauphins à la succession de Louis XIV meurent subitement. Donc, les choses vont très mal. Il ne reste plus en France qu'un seul enfant, un jeune enfant, à la succession du roi. Si l'enfant décède, l'héritier de la couronne devient le duc d'Anjou, devenu depuis une dizaine d'années Philippe V d'Espagne. Donc, imaginez le désarroi des Anglais à l'idée de voir la France et l'Espagne réunies, gouvernées par un même roi. Mais il y a encore une chance, un espoir pour l'Angleterre, puisque la France est épuisée, militairement et économiquement. L'Angleterre est en bonne position pour exiger, et la France incapable de lui résister. L'Angleterre exige donc une renonciation formelle de Philippe V d'Espagne à la couronne de France. Mais la loi successorale à la couronne fait partie des lois fondamentales du Royaume de France. Les plénipotentiaires français opposent donc aux plénipotentiaires anglais leurs lois fondamentales qui d'ailleurs sont déjà connues des Anglais, on l'a vu tantôt à l'occasion du traité de Madrid. En mars 1712, le ministre français de Torcy envoie la note suivante au secrétaire d'État Bolingbroke. Et je lis. Ce serait un bien de pouvoir mettre en usage l'expédient que vous proposez pour empêcher à jamais le grand inconvénient de l'union des couronnes de France et d'Espagne. Mais il ne faut pas, dans ces cas, dans ces occasions, bâtir sur du sable et prendre inutilement bien des précautions pour assurer des actes qui d'eux-mêmes seraient nuls. En voulant éviter un mal, on tomberait en d'autres plus dangereux. Le roi de France n'est redevable de sa couronne, ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni enfin à la libéralité de sa personne, mais à la loi fondamentale du Royaume de France.
Cette loi est regardée comme l'ouvrage de celui qui a établi toutes les monarchies, et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolir. En ce qui concerne la compétence souveraine de Dieu sur les lois de France, de Torcy exagère probablement, puisque partout ailleurs dans les textes, on parle de la compétence des États généraux pour changer les lois fondamentales. Pour sa part, dans sa réplique, le ministre anglais est loin d'être convaincu au sujet de la compétence exclusive de Dieu. Et en ce sens, il écrit, et je cite, « Nous voulons bien croire que vous êtes persuadés en France que Dieu seul peut abolir la loi sur laquelle le droit de votre succession est fondé. Mais vous nous permettrez d'être persuadés en Grande-Bretagne qu'un prince peut se départir de son droit par une cession volontaire et que celui en faveur de qui cette renonciation se fait peut être justement soutenu dans ses prétentions par les puissances qui deviennent, elles, garantes de ce traité. » C'est vrai qu'en Angleterre, il y a eu 2 cas de cession, soit Édouard II et le roi Richard II au XIVe siècle. Mais dans les 2 cas, la cession a été forcée et les 2 ex-rois sont morts exécutés dans leur cachot. Il y a eu aussi Charles Ier en 1649 qui est mort sur l'échafaud, et enfin Jacques II en 1688 qui a dû s'enfuir, lui, pour sauver sa peau. Mais les pressions sont tellement fortes que les lois fondamentales de France doivent s'incliner, au risque de provoquer la reprise des hostilités. Louis XIV finit par céder, sachant qu'il violait, sous la contrainte, les lois les plus importantes de son royaume. Lors de l'enregistrement du traité, le 15 mars 1713, on assiste en France à une sorte de tragédie. Les juristes de la couronne sont unanimes à proclamer que les renonciations successorales incluses au traité sont nulles parce que contraires aux lois fondamentales du royaume. Le chancelier du royaume, le comte de Pontchartrain, est tellement scandalisé qu'il refuse de comparaître à la cérémonie d'enregistrement. Le procureur général d'Argesseau fait de même, mais se fait représenter par l'un de ses avocats. Le premier président du Parlement de Paris se présente, mais fait une déclaration publique pour dénoncer la violation des lois fondamentales. Plus tard, au cours de la cérémonie, suite à une demande explicite du roi, il fait la déclaration suivante. « Je ne peux me dispenser de rendre compte de la Cour ce que le roi m'a fait l'honneur de me dire au sujet de la résolution qu'il a prise d'autoriser la renonciation du roi d'Espagne par les lettres patentes dont on vient de faire la lecture. Lorsque le roi a bien voulu me faire part de cette résolution, j'avais cru que le devoir de ma charge m'obligeait de prendre la liberté de représenter à Sa Majesté qu'une telle renonciation était absolument opposée aux lois fondamentales de l'État qui, depuis tant de siècles, règlent si heureusement l'ordre de la succession à la couronne. Le roi m'a fait l'honneur de me répondre que personne n'avait senti mieux que lui tout ce que l'on pouvait dire et penser sur ce sujet. » Cette déclaration est absolument insolite, dramatique. Elle est le signe d'une renonciation sans précédent, où le premier président de la plus haute cour du royaume admet que seule la force vive de l'adversaire intransigeant avait contraint le roi à porter atteinte aux lois fondamentales de son royaume pour sauver son peuple d'un mal pire encore. Entre 1713, date de cet aveu d'impuissance, et 1763, date du traité de Paris, les lois fondamentales du royaume de France n'ont pas changé d'un iota.
Et c'est ça qu'il faut retenir. En 1763, Louis XV n'avait pas compétence pour ignorer les lois fondamentales de son royaume, n'avait aucune compétence pour céder ses sujets canadiens et leur pays sans leur consentement. Pour reprendre les mots du ministre de Torcy, au secrétaire d'État à Bolingbroke, il s'agissait d'une construction sur du sable, la conclusion d'un acte qui était nul de lui-même. D'ailleurs, la prohibition de la cession d'une population sans son consentement est devenue tellement commune qu'au siècle suivant, ce principe sera inclus à un projet de droit international codifié. À l'article 286, on pouvait lire, et je cite, « Pour qu'une cession de territoire soit valable, il faut d'abord qu'elle soit déclarée telle par les habitants du territoire cédé qui sont en possession de leurs droits politiques. Cette reconnaissance ne peut, dans quelque circonstance que ce soit, être passée sous silence ni supprimée, car les populations ne sont pas une chose sans droit et sans volonté dont on puisse transmettre la propriété au premier venu. » Donc, lorsque Mme Marie-Mance Vallée s'adresse au gouvernement français pour qu'on lui remette son certificat de naturalité française, elle ne fait que rappeler publiquement que ses ancêtres canadiens, en 1763, n'étaient pas une chose sans volonté et sans droit que Louis XV pouvait céder discrétionnairement à Georges III. Certains Français le savent et s'en souviennent très bien. Le 24 juillet 1967, le général de Gaulle n'avait-il pas déclaré à Berthier, en route pour Montréal, je cite, « Il y a longtemps que la France vous doit quelque chose, eh bien, la France veut vous rendre ce qu'elle vous doit. » Plus récemment, le 3 juillet 2008, ici même à Québec, sous la pluie, devant une foule nombreuse, devant 3 anciens premiers ministres de France, devant le premier ministre Stephen Harper, courageux défenseur des origines de l'héritage britannique du Canada, le premier ministre François Fillon nous disait, et je cite 3 petits extraits, « C'est l'occasion pour moi de rendre hommage au destin exceptionnel et au courage des Québécois qui ont su depuis 4 siècles maintenir le fait français en Amérique. Je salue, au nom de la France, l'extraordinaire aventure politique qu'une farouche volonté a conduite ici. Je salue l'essor prodigieux de votre prospérité. Je salue la ferveur culturelle et spirituelle que la présence française a fait éclore ici et que votre propre histoire agrandit. » Et enfin, dernier extrait, là où le premier ministre de France se fait un peu poète. « La France s'est agrandie sans se diviser. Elle s'est étendue sans se rompre. Il n'y a qu'une France et c'est elle qui, depuis 4 siècles, est présente ici en Amérique. » Merci de m'avoir écouté.